il faut que le tyran perde son soutien militaire. Et pour que le tyran perde son soutien militaire, il n'y a que deux possibilités. Les militaires vont se révolter contre le tyran, ou on va faire ce qu'on appelle l'incitation des militaires. L'incitation des militaires, c'est ce que je propose. Je dis, nous ne devrions pas rester bras croisés en disant que les militaires, un jour, ils vont se réveiller, ils vont ramener ce Nous devions jouer le jeu de force merci. Qui peut aider la on va le cas l'écarter. Et pour ça, moi, j'ai fait des quand même formulés de principe. Quand on va manifester, on doit avoir pour revendication. C'est-à-dire, le modèle de notre revendication, c'est l'arme carbone aspect, prendre sa place, pas démocratique. Peut-être que pour... Le gars, là, sa connexion ne joue pas. Oui, Foyemi, ta connexion est pas terrible. On entend un mot sur deux. C'est inaudible. Ok. Essaie de te déplacer un petit peu et puis tu nous refais signe. Tu nous refais signe quand tu t'es déplacé un petit peu. Ouais, je suis. Ouais, ça coupe. Je suis un... T'es en circulation. Changer de téléphone. Ouais, non, on t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas, Foyemi. Ta connexion est vraiment nulle et inaudible. On t'entend pas. Oui, faut qu'aussi tu voulais dire. Oui, mais c'est grave ce qu'il dit, hein, parce que là, ce qu'il veut dire, il veut faire savoir que le peuple doit attendre qu'on le militarise un jour pour pouvoir faire ce combat, ou soit inciter l'armée, ou on a vu un peuple inciter l'armée pour faire une révolution, pour chuter qui que ce soit. C'est le peuple d'abord qui s'indigne, et quand l'armée est vraiment républicaine, peut faire quelque chose. Et ce n'est pas le cas au Togo, mais aujourd'hui, Adia même vient de le dire, hein, que une guerre civile au Togo, non, que ça ne viendra pas. Donc nous, on est là pour un mouvement populaire. Et ces dernières années, c'est ce qu'on a vu. Les régimes sont tombés par ce mouvement populaire. Ce qui dit en 2005 avec le mouvement qui s'est passé, on a vu que des enfants, des jeunes qui sont sortis. L'état profond du peuple togolais n'est pas sorti. Ceux qui devaient sortir, ceux qui sortaient et qui manifestaient, hein, pour les partis politiques, si c'est qu'ils étaient sortis le 6, le 26, le 27, le 28, on aura peut-être un résultat différent de ce qu'on a vu. On a vu que des jeunes, et à peine deux ans, hein, on a commencé ce mouvement populaire. Donc on vient de commencer quelque chose, quoi. Tu vois? Donc Yimi, ce qu'il est en train de dire, franchement, moi, franchement... C'est vrai que c'est inquiétant, parce que effectivement, ça voudrait dire que on ne peut rien espérer, rien tenter si le peuple n'est pas armé. Moi j'ai posé, c'est pas pour rien, hein, que j'ai posé la question. Mais est-ce que vous souvenez qu'il y a déjà un an et demi, j'avais dit, est-ce qu'on peut s'attendre à une guerre civile au Togo? Mais si on doit armer le peuple, parce que si le peuple est armé, les militaires, ils n'auront plus aucune rétention à tirer, et parce qu'en face d'eux il y aura des gens armés, donc ça va être un massacre. Je ne sais pas comment on peut avoir une telle supposition et croire à une telle chose. Donc il va vraiment falloir commencer à réfléchir à toute éventualité. Mais surtout, moi ce que j'ai senti ces dernières semaines, c'est la tribalisation de la lutte, hein. On l'a vu, la sortie de Père Dieu hier, la réponse cinglante qui a suivi de Chef Canton et de Table Ronde. Est-ce qu'on ne va pas vers cette tribalisation qui risque d'être dangereuse pour la suite de la lutte? Fotavio, qu'est-ce que tu en penses, toi? Fotavio, tu es là? Ah, il n'est pas là. Faut la de Wemba. Bonsoir tout le monde. Je crois que votre question est vraiment bienvenue. C'est vrai que 2025 a donné un petit espoir. Malheureusement, comme
certains l'ont dit, le peuple ou la population ne s'est pas vraiment mobilisé. Ou nous n'avons pas pu vraiment soulever la population. Sinon, le régime a tremblé. Parce que surtout le 6, et je crois la date qui a suivi, ils étaient dans une incertitude totale. Ils ne savaient pas à quel sort se vouer. Ils ont quand même paniqué. Mais malheureusement, je dirais que c'est comme si, faut-il dire que c'est la peur ou le peuple n'est pas encore arrivé au point de déclic. Où le peuple même, la population de Togolais peut se dire non, il vaut mieux mourir que ma situation actuelle. Ou bien, décidément, le Togolais est résigné. C'est-à-dire que le Togolais s'est décidé que bon, quelle que soit sa situation, comme on le dit dans le vernaculaire, ça nous a vraiment pénétré et ça fait partie de nous. C'est-à-dire que ça nous a vraiment pénétré tellement que on se dit bon, quant à ce qui concerne ce qui s'est passé hier, vraiment, Fomensa, je partage votre inquiétude. J'ai écouté un peu les deux lives parce que je n'ai pas pu les suivre à fond, mais ce que j'ai écouté là, ce n'était pas potable. L'espoir qui naissait semble tourner en autre chose. On a senti que des deux côtés, des propos qui sortent ne sont pas des propos d'idées, mais des propos karma tribal. Parce que il y a même des gens certains que j'ai écoutés, et j'étais vraiment abasourdi parce que je ne croyais pas que ces personnes-là pouvaient dire certaines choses que j'ai écoutées hier. Même ceux qui étaient montés sur ces lives-là, je dirais que n'ont pas aidé du tout, des deux côtés. Effectivement. Mais est-ce que l'ambiance générale que on est en train de voir se dessiner et que chacun se rejette la pierre, hein, quand on voit l'intervention à l'instant de notre frère Foyemi, c'est que bon, c'est pas les partis politiques, c'est peut-être le peuple, et le peuple c'est peut-être pas le peuple, c'est les partis politiques. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rejeter les uns les autres la faute sur les uns les autres justement? Oh, vous avez raison que nous sommes en train de nous jeter les torts les uns des autres, mais il faut reconnaître que au Togo, moi je ne crois pas que de nos jours les partis politiques sont vraiment existants comme on veut nous faire croire. Moi j'ai l'impression que la majorité des partis là n'existent que de nom. Parce que c'est quelques membres de ces partis là qui font le parti. C'est-à-dire que quelques têtes simplement. Je crois que les partis politiques dans notre pays sont morts et que les partis n'existent que de nom et de leurs leaders. Et le peuple est complètement désemparé
et ne sait à quel sens se vouer. Et la crise, il y a une véritable crise de confiance entre les Togolais et les Togolais se méfient les uns des autres. Il y a une méfiance totale et c'est ce qui fait même vivre ce régime. C'est cette méfiance, cette perte de confiance entre les Togolais que le régime a pu réussir. Et aujourd'hui, il suffit de rien pour que le Togolais abandonne la lutte qu'il fait ou n'y croit même pas. C'est-à-dire que ce régime-là a détruit le Togolais. Laissons même la lutte. C'est-à-dire qu'on a détruit le Togolais profondément. C'est-à-dire que le Togolais, je vais dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la lutte. Le Togolais ne croit même pas qu'il peut se débrouiller et vivre. C'est-à-dire qu'il peut entreprendre quelque chose au Togo et subsister à partir de ça. Parce qu'on a détruit cette confiance au Togolais. On a détruit. C'est-à-dire que le régime. Tout à fait. Ce que tu dis est juste hein, et en droite ligne avec l'intervention qu'on vient d'entendre hein, de Monsieur Abia, hein, qui en appelle à la diaspora. Hein. Il demande que la diaspora vienne en aide aux partis politiques. C'est que on voit bien que c'est toute la société togolaise dans son entièreté et de la tête aux pieds qui est vraiment par terre, à la ramasse. Ils n'ont plus aucun moyen, aussi bien au sein de la population que dans les partis politiques. Ils n'attendent que un pas de la diaspora pour leur venir en aide. Au Togo, personne ne peut arriver à s'en sortir sans la diaspora. C'est terrible. C'est que le régime là, c'est un régime vraiment méchant. Il n'est pas. C'est que ce qu'il a fait du Togolais, nous ne pouvons pas. Ils ont détruit le Togolais complètement. Aujourd'hui, le Togolais n'a même pas confiance en soi. Le Togolais ne pense pas que il peut survivre. C'est-à-dire qu'il ne pense même pas. Tu peux dire, toi, à un Togolais, tout ce qui plane dans la tête du Togolais, ce n'est que du doute. Même le paysan n'est même pas sûr que il peut cultiver et à partir de sa culture-là, vivre avec ça. Il n'est pas, tu peux tout le dire, tu peux tout l'expliquer. Il n'est pas, le paysan n'est même pas convaincu. Le commerçant aussi n'est même pas convaincu que il peut, sans passer par des chemins louches, subsister à partir de son commerce. Rien qu'avec son commerce. Il n'y a que le trafic ou la diaspora qui peut venir en aide, au secours à ce peuple qui semble meurtri et définitivement abattu. Faux Chama, rebonsoir à toi. Qu'as-tu pensé de l'intervention de Monsieur Nicodème Abia, si tant est que tu en as pensé quelque chose ou si tu as une autre approche? Bonsoir tout le monde. Moi, je pense que j'ai une autre approche. J'ai une autre approche. Et moi, je voudrais vraiment qu'on utilise à bon escient les espaces de discussion, de verbillage, de construction du Togolais combattant et lutteur que nous sommes devenus aujourd'hui. Parce que j'ai comme l'impression que aujourd'hui, on s'appesantit plus sur les discussions. Et malheureusement, ces discussions ne sont plus constructives, elles sont beaucoup plus un champ de bataille, un champ d'écoute et de la critique que d'être un champ de construction mutuelle, un champ d'organisation, un champ d'action. Combien de personnes parmi nous ici sont capables d'éteindre ou du moins après ce live, de s'organiser d'une manière ou d'une autre? Voilà. Combien de personnes sommes-nous aujourd'hui
à prendre des initiatives personnelles, que ce soit personnelles ou collectives, avec d'autres amis de confiance, à prendre des initiatives pour implémenter la vision qu'on a de cette lutte-là. C'est-à-dire, je voudrais dire par exemple là, demain, il y a un forum pour les droits de l'homme. Un forum pour les droits de l'homme qui va dresser la facture de l'état des lieux des droits de l'homme du Togo depuis 1963 jusqu'à 2026. C'est un acte ou un geste digne d'estime, méritoire, qui mérite de capter l'attention de tous les Togolais. Combien sommes-nous aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas en France, combien sommes-nous aujourd'hui à prendre la décision de se déplacer, d'aller à cette adresse-là pour pouvoir faire un don de soi, un don de son temps, un don de son attention, un don de son effort physique de déplacement pour le Togo. C'est ça la vraie question aujourd'hui, parce que la question n'est plus de discuter, dogme, idéologie. Non, je pense que depuis 90, du moins depuis 63, nos aînés nous ont déjà laissé un gros héritage de la bibliographie, de la doctrine, de l'historicité de la lutte pour la libération du Togo. Maintenant, nous ne pouvons plus rien créer. On ne peut plus rien créer et je ne pense même pas qu'on a la capacité de créer quoi que ce soit. Alors, je nous invite tous ici à passer à l'acte. C'est l'acte qu'il faut et c'est justement en cela que nous péchons et c'est justement ça qui nous incite à investir dans les attaques personnelles complètement inutiles, complètement nuisibles et qui nous retardent. Donc, pour répondre à ta question, très sincèrement, moi je nous invite aujourd'hui, tous ici, nous sommes presque une centaine, à nous organiser d'une manière ou d'une autre. Ceux qui sont en Europe, ceux qui ne sont pas en Europe, surtout ceux qui sont en Europe, c'est beaucoup plus pratique à se déplacer vers l'adresse de l'organisation du forum parce que c'est aussi un rendez-vous avec l'histoire du Togo. Et à part cette invitation, je voudrais demander à tous les Togolais de mieux s'engager. C'est vrai que nous sommes en train de... du moins, c'est vrai que depuis l'avènement de Amron, nous avons retrouvé un réflexe qui est la discussion, la liberté d'expression à travers les réseaux sociaux. Mais je voudrais qu'on aille au-delà de ça et qu'on s'engage véritablement. Puisque dans les années 90, et chaque fois, quand les aînés comme Monsieur Yemi de Souza, quand ils font la narration de l'histoire politique togolaise, chaque fois, ils ont une référence de temps et d'année qui est l'année 90 et machin. Et ce qui est marquant dans cette année 90, c'est que la plupart de ceux qui ont marqué ce temps jusqu'aujourd'hui, c'est soit des étudiants, c'est soit des avocats, c'est soit des jeunes. Et moi, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi en 2026, les jeunes que nous sommes ne s'engagent plus? Pourquoi on se contente de reprocher des choses aux aînés alors que ce sont des gens qui sont, excusez-moi le terme, mais qui sont beaucoup plus proches de la fin de vie que du début de leur vie. Moi, je ne peux pas tout de suite me permettre de demander à Habia qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il peut faire. Alors que moi... Tu penses que c'est nul et non avenu ce genre de questions à ce genre de dirigeants? Ouais, c'est vraiment nul et non avenu parce que j'ai comme l'impression que les gens investissent plus d'énergie, ils gardent plus d'énergie à critiquer qu'à utiliser. Tu penses qu'on passe trop de temps à chercher le coupable plutôt que à chercher un acte à poser? Absolument. Nous sommes devenus des spectateurs. Nous sommes devenus des spectateurs, des commentateurs de la lutte que nous devons porter nous-mêmes et nous sommes en train de dépersonnaliser, je ne sais pas si je peux utiliser ça, nous sommes en train de dépersonnaliser cette lutte en se défaussant sur les autres, en se défaussant sur les partis politiques, en se défaussant sur... il faut tout simplement comprendre que aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes le moyen de cette lutte. Donc tant que nous-mêmes, on n'a pas encore posé un acte significatif, sincèrement, nous ne sommes pas encore dignes et légitimes de critiquer qui que ce soit. Fauchama, est-ce que tu penses que c'est la longévité justement de cette lutte qui amène au contexte actuel et sûrement que
plus la lutte va durer et plus il va se passer des choses qui ne vont pas dans le sens justement de la lutte. C'est-à-dire que depuis 2 ans, on est là sur le réseau, mais il ne se passe rien en réalité, à part la chasse aux traîtres, aux menteurs, aux hypocrites, à ceux qui ont fait que ça n'a pas marché dans les années 90. Est-ce que plus le temps passe et plus on s'enferme? Exactement. Évidemment, tu sais, le fonctionnement du cerveau, je n'ai pas envie de refaire la biologie ici, mais le cerveau, quand il crée une nouvelle connexion, c'est qu'il est en train de créer une nouvelle habitude. C'est-à-dire, maintenant, depuis 2 ans, la nouvelle habitude, c'est de parler, d'éteindre sa connexion ou de sortir de TikTok et d'aller dormir. Et le lendemain, on retourne sur TikTok et rebelote, le cycle recommence. Donc, ça fait que le cerveau est en train de créer une nouvelle habitude. Et cette habitude, c'est discutailler. On ne fait que discutailler. Moi, je nous invite de sortir de cet emprisonnement psychologique-là, de cet emprisonnement de... Moi, je pense que la discussion, c'est un escale, en fait. La destination, c'est l'acte. La discussion que nous sommes en train de faire là, c'est on ne peut rien créer. On ne peut plus rien créer. Tout a été déjà créé. Les jalonnements, tout ce qu'il faut, à monsieur Atoutiagobli, Jean Degli, une ribambelle, tout un chapelet de grands patriotes ont déjà marqué des pas. Eux ont déjà marqué des pas et ont déjà laissé des traces dans lesquelles nous devons marcher. Tout ce que je nous demande aujourd'hui, c'est passons à l'acte. Passons à l'acte parce que c'est honteux pour moi, à mon petit âge, de continuer par compter sur Monsieur Kofi Annan qui a presque 80 ans, Monsieur Jean-Pierre Fabre qui a presque 73 ans, Monsieur qui encore au pif, donnez-moi un nom au pif et vous verrez que l'âge, je ne peux pas compter sur quelqu'un qui est incapable de courir, alors que moi, vous voyez un peu la métaphore. Donc, considérons-nous comme l'incarnation personnifiée d'un échec d'abord. Il faut qu'on s'en prenne à nous-mêmes avant de vouloir demander des comptes aux autres. Donc, c'est justement pour ça que depuis un moment, moi je considère que les discussions, je pense que c'est devenu un creuset des lâches. Je m'inclus dedans, hein, mes grands frères du panel. Je m'inclus dedans. Les Togolais en général. Ouais. Mais justement, c'est pas notre mal, ça, à toujours dire que les Togolais sont comme ça, mais à ne jamais s'inclure, justement, dans les Togolais, alors qu'on est nous-mêmes Togolais. Oui, on s'inclut. En fait, tu sais, c'est... Le problème aujourd'hui, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a évoqué tout de suite. Tu sais, la longévité de cette dictature a eu pour conséquence psychologique la couardise, la lâcheté, la réserve. Et quand tu vois le Togolais aujourd'hui, c'est la peur qui nous constitue. Que ce soit nos paroles, que ce soit nos reflets. Donc ça fait que aujourd'hui, nous investissons plus d'énergie à parler qu'à agir. Est-ce que c'est un moyen pour le Togolais de se dire qu'il fait quelque chose? C'est pas le fameux fait à part, mais dans ton coin tout seul? Justement, cette expression fait à part, en principe, c'est une expression noble pour pouvoir éveiller en chacun une conscience patriotique d'engagement afin de pouvoir personnellement au sein d'un ensemble, c'est ce que le Moltra explique bien. Personnellement ou au sein d'un ensemble, selon les moyens, poser un petit acte. Mais est-ce que monsieur Kossi est trop bien mais le mot, l'expression fait à part est à un moment donné instrumentalisé par des malins, des malhonnêtes, des perfides et des félons. C'est-à-dire que il y en a, l'objectif pour eux, c'est tout simplement venir crier, venir provoquer le régime. Et après, quand il se fait rattraper par les conséquences, du moins par la méchanceté du régime, il change de veste et il voudrait qu'on lui reconnaisse d'avoir fait sa part. Je ne sais pas si tu comprends un peu la construction verbale que je viens de faire là. J'ai compris ta déclinaison. Donc, je recommence. En fait, il y a des malhonnêtes qui savent très bien qu'ils ne sont pas endurants, qui savent très bien qu'ils ne sont pas sincères et
qui essayent de capter l'attention à travers le bruit. Ils viennent faire du bruit temporaire et après, ils vont se cacher pour se satisfaire ou pour se complaire d'avoir fait leur part. Alors que non, faire sa part, ce n'est pas un truc temporaire. Faire sa part, ce n'est pas tout simplement défrayer la chronique occasionnellement, je sais pas, sur un panel. Mais faire sa part, c'est vraiment assumer la lutte derrière l'écran. C'est quelque chose de continuel, perpétuel. Ouais, c'est continuel, c'est perpétuel, c'est durable dans le temps. C'est une vie, en fait, faire sa part. C'est une vie. C'est-à-dire, même quand tu ne me vois pas, même quand je ne te vois pas, par exemple, même quand je ne vois pas Monsieur Légende, je sais que quelque part, ce monsieur est en train de faire quelque chose. Il fait quelque chose, tu vois. Par exemple, là, tout de suite, je suis sûr et certain qu'il est en train de ménager ses efforts pour pouvoir mener à bien le forum de demain. Donc, Monsieur la Légende et sa structure rupture sont la définition structurelle et organique de l'expression faire sa part. Ça, c'est vraiment un exemple à suivre. Et je demande à nous les jeunes, de nous déprendre de ce réflexe-là. On doit plus se responsabiliser. Ouais, se responsabiliser, marquer des pas, poser des actes. Et partant de là, j'invite tout le monde à acheter le livre Mélancolie de l'opprimé de Madame Farida Bemba Nabourema. Et je vous invite à faire de ce livre-là votre livre de chevet. Moi, je le lis tout le temps. Tu penses qu'on a le temps à la lecture? Ouais, de toute façon, on a toujours 2 minutes pour on n'a rien à perdre. Ouais, on n'a rien à perdre parce que j'ai compris, en fait, cette dame a réussi à me guérir psychologiquement dans mon engagement. Ce livre, je pense que c'est vraiment le psychologue du Togolais. C'est une porte de sortie. Une porte de sortie, une porte d'entrée et une porte pour demeurer dans la lutte, pour mener à bien ce que nous tous nous aspirons. Parce que elle a réussi à me guérir de tous les préjugés que j'ai par rapport aux Togolais, puisque la plupart des temps, j'ai l'habitude de critiquer les Togolais de leur couardise, alors qu'en réalité, je suis en train d'enfoncer encore plus la victime d'un système. Nous tous, nous sommes des victimes. Donc, le fait de nous attaquer, en fait, c'est comme si nous étions dans une prison et après, on s'accuse d'avoir été nous-mêmes la cause. Je sais pas comment construire. Je suis en train de faire... Voilà. Donc, j'invite tous les Togolais, très sincèrement et très humblement, à acheter le livre La mélancolie de l'opprimé. La mélancolie de l'opprimé. Voilà, ça par exemple, là, je suis sur la page, je suis sur son chapitre 20. Il me semble qu'on avait fait la lecture il y a quelques mois avec Tata Dean Legacy. Et je te prie, cher Messon, de refaire ce live-là et de faire une chirurgie de ce livre parce que c'est très important. Et malheureusement, je vais demander la vidéo du live à Tata Dean Legacy et je le repasserai dans le cadre d'une de nos émissions. D'accord. Malheureusement, on n'a pas le temps de magnifier, de rendre hommage à nos aînés, aux gens qui ont vraiment posé des actes, du moins c'est des gens qui nous ressemblent. Je parle des jeunes, je parle de Farida Nabourema qui a 35 ans, je parle des gens comme la Légende, je parle des gens comme... ils sont nombreux, les gens de notre âge. Je pense qu'on n'a pas le temps. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a très Et sachez, vous tous qui êtes là, que j'ai invité Farida Nabourema il y a déjà... au moins 2 ans, à l'époque où on avait commencé cette lutte, où j'écrivais un article sur les gens forts de cette lutte, Markanda, Christian Petri, la marraine, Gisoro. J'avais été en contact avec Farida Nabourema pour une interview. Malheureusement, on a échangé pendant 2 ou 3 semaines. Elle n'a pas trouvé le temps à m'accorder. Je retenterai l'expérience dans les jours qui viennent et voir si elle peut venir sur notre panel ici pour qu'on puisse lui poser quelques questions bien senties. Merci beaucoup pour ton introspection, Fauchama, toujours aussi explicite et claire.
Je t'en prie, je souhaiterais lâcher une dernière phrase. Oui. Ouais, la dernière phrase, c'est je ne sais pas, je demande vraiment aux Togolais de comprendre que cette propension à nous critiquer, à investir dans les invectives entre nous, c'est une des conséquences psychologiques de la longévité de cette dictature. Alors, faisons en sorte, à un moment donné, de temporiser et de nous concentrer si vraiment on est épris ou on est pris de passion pour cet engagement. Merci beaucoup. Merci à toi, Faux Chama. Toujours un plaisir de t'écouter. Faux Yemi, mais à tout le panel ici présent, à la lecture de l'examen que vient de dresser notre cher jeune frère Chama, est-ce que on doit se résoudre à croire que la politique togolaise se résume à ce qui se passe sur TikTok avec des invectives, des insultes, des menaces, rechercher qui est traître, qui est menteur, qui est hypocrite? Est-ce que c'est ça qui va nous amener vers cette révolution? Est-ce un passage obligatoire pour espérer un sursaut de notre population? Foyemi. Vous savez, ce qui se passe sur les TikTok est organisé par le régime. C'est une stratégie de distraction. C'est une stratégie. La plupart de ceux-là qui viennent sur le TikTok et qui portent ce genre d'accusations non fondées, en preuve sans éléments matériels, mais vous allez constater qu'ils viennent de nulle part, on ne le connaissait pas avant. Moi, je suis de le corps de philosophie matérialiste. Donc, si on dit quelque chose, il va falloir apporter des éléments matériels pour soutenir ça. Si vous n'apportez pas des éléments matériels pour soutenir ça, moi, personnellement, je ne prends pas. On ne va pas venir m'expliquer que vous, à qui je parle ici, que vous êtes corrompu, et puis c'est vrai, moi, je vais prendre. Non, je ne vais pas prendre. Voilà. Et autre chose, c'est pas parce que les gens sont corrompus, même si les gens sont corrompus, c'est pas parce que les gens sont corrompus que les populations ne tiennent pas les rues. Les populations ne tiennent pas les rues parce que il y a la violence des armes. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Il y a ce principe qui rappelle qu'aucune certitude de la foi n'empêche d'avoir la mort en erreur. Quand on commence par tirer et que des gens meurent devant vous, vous allez chercher à vous protéger. C'est ce qui fait que quand le peuple se mobilise, prend la rue et essaie de renverser le régime utilise cette violence-là et qui fait que finalement, il y a des mobilisations, les gens rentrent chez eux. Ce n'est pas la corruption. Donc quand on parle de la corruption, c'est une distraction. Oui, moi j'ai fait quand même le constat que ceux qui viennent parler de celui-là il est corrompu, celui-ci il est corrompu, sont souvent des inconnus qui viennent de nulle part et qui portent des gens d'accusation. Voilà. On vous pose une question en commentaire. Que pensez-vous des accusations sans preuve? Que dites-vous des leaders politiques qui ont fini au restaurant? Écoutez, cette histoire de leader politique fini au restaurant, c'est une manière de parler pour moi. C'est pas parce qu'il y a eu des leaders politiques qui ont fini au restaurant que le peuple n'arrive pas à prendre la présidence. Je vais bien encore rappeler ça. Le peuple qui est dans les rues n'arrive pas à prendre la présidence, n'arrive pas à prendre le lieu du pouvoir parce qu'il est en face des gens sauvagés, violents. Et comme aucune certitude de la foi n'empêche d'avoir la mort en erreur, et comme il y a l'instinct de survie, quand il y a violence, les gens se cachent. Et donc, les mobilisations, c'est comme ça qu'on démobilise le peuple qui est en mouvement. Ce n'est pas parce que les uns les autres sont corrompus. Tout ça, c'est des arguments que je ne prends pas. Parce que le matériel, ce qui est matériel, c'est cette action violente du régime qui empêche le peuple de le renverser. Merci beaucoup. Faux Kossi, quelle approche as-tu s'agissant? Oui, Faux Tavio, tu voulais intervenir. Oui, je voulais intervenir. Monsieur Vas-y. Quand vous menez une lutte et que ceux qui se disent qu'ils sont à la tête de cette lutte vous ont toujours mené à bateau. Je vais te donner un exemple. Ça fait combien d'années Faure est au pouvoir? Ça fait 20 ans que Faure est au pouvoir. Mais force est de constater qu'il y a des gens qui se disent chefs de file de l'opposition qui luttent contre Faure durant ces 20 ans-là. Vous voulez nous dire que durant ces 20 ans-là, il n'y a pas d'autre alternative pour anéantir Faure ou bien pour chasser Faure du pouvoir? C'est ce que vous voulez nous dire? Qu'il n'y a pas d'autre alternative? Il y a des milliers et des milliers d'alternatives pour chasser ce Faure du pouvoir. Pourquoi ils n'adoptent pas
ces alternatives-là. Si vous me posez la question, vous voulez que je réponde? Allez-y. Ok. Si vous dites qu'il y a d'autres alternatives, rien ne dit que c'est à eux d'implémenter ces alternatives-là. Vous et moi, on peut aussi. Moi, par exemple, je suis connu comme quelqu'un qui fait la promotion de l'incitation des militaires à renverser le régime en place. Je l'ai fait la promotion au Mali, je l'ai fait au Burkina, je l'ai fait au Niger. Ça a marché, je l'ai fait au Soudan, je l'ai fait en Tunisie, en Algérie, je l'ai fait même au Zimbabwe. Oui, je l'ai fait. Allez sur ma page Facebook, allez voir. Quand je parle d'incitation des militaires à renverser les régimes un peu partout dans le monde, allez voir les dates et allez voir quand est-ce que ces régimes ont été renversés. Ouais. Donc moi, par exemple, l'alternative à la lutte politique des partis politiques, c'est ce que moi je propose. Je dis que si nous sommes nombreux à prendre les rues et que tout d'abord, avant même de prendre les rues, si nous sommes nombreux en amont, avant de prendre les rues, si nous sommes nombreux à dire clairement, à tenir clairement comme revendication l'intervention des militaires à renverser le régime de Faure Gnassingbé, confort, il n'est pas maître de sa propre sécurité, et que sa sécurité c'est le fait d'autres personnes, et que la confiance est invisible. Il est fort possible que ceux qui sont autour de lui vont le renverser. D'ailleurs, il a confirmé lui-même. Katanga, c'est celui qui a fait Faure Gnassingbé d'une manière ou d'une autre, en lui apportant la sécurité. Katanga est aujourd'hui en prison. Patrick Gnassingbé, c'est celui-là qui a soutenu Faure Gnassingbé, comme étant son frère, a conservé le pouvoir. Il est aujourd'hui en prison. Ça voudrait dire que on peut toujours trouver parmi les fidèles, et même parmi les membres de famille, des gens capables de renverser le régime. Et là, il y en a qui me disent que si cette solution passe, il peut y avoir conservation du pouvoir. Je dis non, pas du tout. Puisque, au fond, le prochain qui va chercher à gouverner le pays contre l'intérêt général sera aussi renversé. Rappelons que nul n'est maître de sa propre sécurité. Tant que ta sécurité n'est pas le fait de toi-même, et que c'est le fait de l'autre, et que ton pouvoir ne vient pas de la légitimité populaire, tu peux être renversé à tout moment. Donc moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt les autres qui ont essayé quelque chose et qui n'a pas marché parce qu'on est en face de régime violent, comme quoi il y a alternative, et pourquoi ils n'ont pas opté pour ces alternatives-là, alors que moi-même je peux le faire, alors que moi, mes parents peuvent le faire. Pourquoi pas mes parents? Pourquoi pas moi-même? Voilà ce que moi je pense. Merci beaucoup, Foyemi. Fokossi, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Bon, oui, bon, ce que moi j'aimerais dire, c'est que, Yemi se jette certains fleurs, mais il se dit de la génération 90, et il a vu le côté historique de notre lutte. On a vu les erreurs massives des leaders de l'opposition qui ont fait en sorte que on n'a pas pu avoir l'alternance jusqu'à aujourd'hui. Un jeu politique, c'est un combat. Quand vous forcez, vous n'avez pas de stratégie, ou bien vous faites des erreurs sur le ring, tu reçois un coup et puis tu es par terre. Et c'est ce qu'on a vu. Yemi ne peut pas me dire que ce qui s'est passé en 1994 n'était pas une victoire du côté du peuple, mais finalement entre Agboyobo et Demkoyo, ils ont saqué notre victoire, c'est tout. Et après, fini, ils n'arrivent pas à s'entendre. En 98, s'ils faisaient au moins un front commun, ils pouvaient quand même inciter que le peuple aime ça, aime quand les leaders sont ensemble. Et on a vu, chaque fois quand les leaders se rapprochent, le peuple se jette dans les rues. Le peuple exprime son patriotisme. C'est ce qu'on a vu aussi dans des mouvements, certains mouvements qu'on a vus, souvent le Togo, tout cela, on a vu les leaders ensemble. Le peuple a montré, c'est bravo, a fait le travail. Maintenant, les leaders doivent orienter le peuple vers le point névralgique qui est Faure Gnassingbé à Lomé 2. Mais on a vu comment les choses se sont passées. En 2017, c'était la même chose. Quand Tikpi a fait son truc, son discours, la différence aujourd'hui du Tikpi et des autres, c'est le discours, c'est le charisme que Tikpi a montré aux Togolais. Aujourd'hui, on n'a plus de leader charismatique. Mais vous voulez faire quoi? Il y a pas, les leaders, quand ils parlent, on sait pas ce qu'ils disent, ça n'excite pas. Ça sonne creux. Ça sonne creux, il y a rien du tout. Moi, je viens d'écouter Abia jusqu'ici. Ce qu'il a dit là, en quoi ça incite le Togolais à sortir demain? Non, rien du tout. Le gars, il est là, il appelle la diaspora. Au lieu d'organiser les jeunes sur place, à faire des actions, quand moi je vois un leader qui appelle au secours, moi est-ce que je vais sortir? Je sortirai pas. Quand les jeunes attendent que Abia, il ne fait qu'appel au bon Dieu ou à la diaspora, mais qui va sortir? Ça n'incite pas.
Vous voyez ça? Et mais franchement, Yumi, mais je comprends pas ce qu'il est en train de dire. En 2000, ça dit qu'on a habitué les Togolais depuis 90 à faire un combat électoraliste. C'est ça la formation qu'on a reçue au Togo. Les gens attendent simplement que par les élections, derrière les partis politiques, on va pouvoir faire quelque chose. Il y a que 2 ans qu'on a commencé le mouvement populaire, parce que finalement, les leaders ont été affaiblis par le système. L'histoire les a cloués, parce que voilà, de leur arrogance, de leur manque de stratégie, de leur manque de tactique. Aujourd'hui, ils sont fatigués, ils sont morts. Ils devaient même laisser la place à la jeunesse de reprendre le truc. Mais le problème, c'est quoi? Quand ils sont là, quand les jeunes émergent, ils sont là à éteindre le feu des jeunes. C'est ce qu'on a vu en 2017 avec Tipeee. Une fois qu'ils sont rentrés dans la danse, le mouvement s'est estompé et on a vu ça. Et on a vu comment en 2020, au lieu de soutenir Agbouyoumé, ils n'ont pas fait. Vous voyez, donc ces gens étant fatigués, mais restent encore aux commandes, constituent maintenant des éteignants pour la révolution et à tout esprit qui va se pointer du doigt pour faire cette lutte. Et c'est ça qui est déplorable aujourd'hui. Vous imaginez que avoir, comment dit-on, Jean-Pierre Fabre à la mairie, est-ce que la Jean-Pierre Fabre ne serait pas d'accord qu'il y ait un mouvement qui vient chambouler les gens? Lui, il est là, il est en fin de vie, donc il vit c'est cette dernière vie. C'est ça ce qu'on est en train de voir. Vous voyez? Donc, de deux, puisque le peuple pour revendiquer quelque chose, le peuple pour mener une révolution, bon, d'autant plus qu'on n'a jamais inscrit le peuple dans un mouvement révolutionnaire, le peuple veut toujours se lever quand un leader parle. En 2015, Jean-Pierre Fabre, ils ont rapporté la victoire. Quelle action ils ont posée pour revendiquer leur victoire? Ils n'ont rien fait. Et vous voulez que le peuple sorte? Au même moment, on nous dit qu'il est parti en Guinée, qui a parlé aujourd'hui. Lui-même, il a affirmé qu'il y a des leaders qui prennent des valises. Parce qu'il fait partie d'eux, et il voit. Voilà. Donc, tout cela décourage le peuple qui va se sacrifier pour ça. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on vient de créer une nouvelle forme de lutte. C'est maintenant qu'on est en train de former ce peuple-là à un mouvement populaire et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que historiquement, ça n'a jamais eu lieu. On n'a jamais fait de révolution au Togo. Donc le peuple même ne s'est pas levé faire. Vous voyez les Togolais, ils n'arrivent même pas à revendiquer quoi que ce soit. On casse vos maisons, on vous chasse. Les Togolais ne revendiquent rien. On brûle les maisons, on brûle les marchés. Vous voyez, les Togolais n'arrivent à rien revendiquer. C'est ça. Donc aujourd'hui là, 2 ans sur TikTok, c'est un mouvement populaire qui est en train de naître et ça a permis aujourd'hui que les Togolais, l'histoire de faire ça par même là, permet aussi aux Togolais d'aller chercher, de se former et de comprendre que un beau jour, je peux être ma propre leader ou mon propre leader et c'est ce qui va se passer. Donc, moi, je pense que il faut laisser le temps au temps. Il faut pas qu'on se précipite. Les gens pensent que quand on dit le peuple ne se lève, non, le peuple a besoin du temps pour se former. Hein. Il y aura une génération qui va finir cette lutte. Mais à ce moment, ce sont des gens, la masse populaire, la majorité de peuple qui auraient compris, qui ont fait un travail sur soi et qui vont descendre dans les rues un beau jour. Ah, nous verrons notre révolution. Historiquement, on n'a pas de référence dans l'histoire politique togolaise où le peuple s'est organisé pour dire non. La première fois que ça va être effectif, là, vous allez voir que les générations à venir vont se référer à ça. C'est ça. Si vous voyez le Burkina Faso, c'est parce que là, ils ont connu des révolutions. Et quand ils se lèvent, ils se préparent et ça a eu lieu. Vous voyez. Donc, nous sommes dans une nouvelle phase de lutte qui est la lutte populaire. Et c'est là où je peux saluer quand même Abia de façon courageuse qui le disent maintenant qu'ils sont plus là pour aller aux élections, mais qui font partie de cette mouvance pour la lutte populaire. Merci, Fokossi. J'ai fait monter Monsieur Komlon-Fougli, il va peut-être rectifier 2 ou 3 choses que tu as dites, mais avant de lui soumettre une question ou qu'il dise ce qu'il voulait dire, bonsoir
Kof Ben, merci d'être monté. Je ne sais pas si tu as suivi l'intervention de notre invité du soir. Hein, c'était le président du parti les démocrates au Togo. Si tu as envie de réagir suite à son intervention ou si tu avais autre chose à nous dire. Tu as la parole. Bonjour mon frère. Bonsoir, bienvenue. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. J'ai suivi l'intervention de Monsieur Rabia. Bon, il a été politique. Mais si j'ai eu... C'est un bon terme. Voilà. Si j'ai eu à demander à monter, c'était pour saluer Monsieur Yemi de Souza. Monsieur Yemi de Souza parle et beaucoup de concitoyens, pour raison de peur, ne veulent pas adhérer à ce qu'il dit. Monsieur Yemi de Souza dit la même chose, si je n'abuse pas, ça fait des années. Mais mon peuple ne voit pas ce que dit Monsieur Yemi de Souza. Le problème du Togo, c'est l'armée. C'est tout. Nous sommes dans un pays où on voit le civil en face, mais c'est l'armée qui dirige le pays. L'exemple est simple. Il faut voir les préfets, il faut voir certains directeurs généraux qui sont des militaires, mais d'autres sont des civils. Donc c'est l'armée qui dirige le Togo. C'est tout. Et essayez de suivre ce que dit Monsieur de Souza. Au Titan, c'est fini. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Je vous félicite pour le live et on reste ensemble. Merci beaucoup, Fou Ben. Bonsoir, Monsieur Komlan Pogli. Merci d'avoir accepté de monter sur le panel. Je crois que vous avez été quelque peu interloqué par l'intervention de notre frère Kossi. Vous voulez corriger? Oui, bonsoir, méchant. Écoute. Comment allez-vous? Écoute, je suis là. Je salue aussi, je salue le frère Yemi, qui continue de dire la même chose aussi depuis un certain nombre d'années. Non, j'ai entendu Kossiwi, le tourbillon, qui disait que... Tu as posé la question à Monsieur Lamoltra, non? Hein? Oui, il est en train d'intervenir. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, parce que j'ai entendu Kossi, le tourbillon, qui disait que il n'y a que... Tu me poses la question ou bien à Moltra? C'est Moltra qui doit répondre, il ne répond pas. Si, c'est parce que tu l'entends pas. Il est en train de répondre. Tu l'entends pas. Tu dois avoir un problème. Ah, ok. Allez-y, Monsieur Pogli. Oui, écoutez, moi je suis monté parce que j'ai entendu le frère Kossi, le tourbillon, qui disait que il n'y a que 2 ans, il y a à peine 2 ans que l'idée d'une révolution populaire a émergé. Je ne sais pas si lui-même il est sérieux en disant ça, parce que Oyono Kossi, que je connais depuis des années, sait très bien que l'idée d'une révolution populaire au Togo ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'il y a 2 ans, et que cette idée-là, il y a une organisation qui s'appelle le Mortra qui a travaillé sur cette idée depuis des années. Nous avons présenté cette idée dans ses propres locaux, de son association à plusieurs reprises. Il nous connaissait depuis le Togo, que nous avons tout travaillé sur cette question. Maintenant que cette idée ne soit pas relayée massivement par un certain nombre de Togolais, ça c'est une chose, c'est une autre chose. Mais de dire que l'idée d'une révolution populaire n'a émergé qu'il y a 2 ans, en disant ça, il fait allusion au train de la liberté, je suis complètement dans le faux
je dénonce cela comme une réécriture de l'histoire, d'autant que dans ses propres locaux à lui, à Fribourg, en Suisse, nous avons travaillé régulièrement sur cette idée de la révolution populaire dans ses propres locaux. Et Kosciuszko lui-même est témoin. Il avait été témoin. Et avant nous, effectivement, il y avait un certain nombre de mouvements qui ont tenté de porter l'idée d'une révolution populaire au Togo. Ce qui s'est passé en 90 n'est pas à négliger non plus, même si ces choses-là n'ont pas complètement abouti. Donc, je pense que le problème qui nous confronte, c'est que régulièrement, nous sommes tentés de réécrire l'histoire pour effacer un certain nombre de choses qui ont été faites. Et si on procède toujours comme ça, je ne pense pas que un jour va aboutir, parce que chaque fois, si on veut réécrire les choses pour redémarrer complètement une nouvelle scène, alors que la scène togolaise est une continuité dans laquelle on doit tirer les enseignements de ce qui a fait, par exemple, l'échec des efforts passés pour pouvoir ne pas les répéter, ou bien pour tirer les leçons de ce que nos prédécesseurs ont fait. Mais si chaque fois on veut partir d'un terrain complètement nouveau, neuf, je ne pense pas qu'on va pouvoir aboutir à quoi que ce soit. Il faut plutôt écrire l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et puis essayer de tirer les enseignements des faits passés plus tôt. Je pense que c'est la démarche honnête qu'il faut. Kosciuszko sait très bien que, par exemple, un jour de 2017, nous avons fait une conférence dans les locaux de sa propre association intitulée La Révolution populaire qui vient au Togo. Donc tout ça existe. Et puis Yemi, lui, c'est clair que Yemi, ça fait des années que Yemi dit que c'est l'armée qui doit faire la décision. Mais simplement, je pense aussi à ce niveau-là que c'est-à-dire le fait d'appeler l'armée à intervenir en soi n'est pas une mauvaise chose, mais simplement un appel à l'armée, appeler l'armée pour l'appeler. Bon, ça, je ne pense pas que ça soit une solution. S'il y a une démarche vers quelques officiers ou bien quelques cadres ou bien quelques cadres de cette armée pour les amener à agir, bon, et cette démarche-là, elle ne peut pas se faire publiquement. C'est une démarche qui doit être faite en catimini pour pousser ces gens-là à intervenir. Mais appeler l'armée pour l'appeler à agir, bon, je ne pense pas que ça soit aussi. Vous ne pensez pas que si l'armée intervenait, ça serait juste un jeu de chaises musicales et que la situation intrinsèque du pays ne changerait pas? Il n'y a que l'homme du pouvoir qui serait changé? Non, c'est que, bon, on a vu parfois des interventions de l'armée dans un certain nombre de pays. Ça a changé quand même la donne. Cela peut constituer une première étape vers quelque chose de mieux pour le pays, même si peut-être que l'intervention de l'armée ne va pas faire tomber complètement le système. Mais nous, ce que nous pensons, c'est que la solution en réalité pour nos pays réside dans la mobilisation populaire. C'est un travail populaire qui doit amener la partie patriote de l'armée, le moment venu, à passer armes et bagages aux côtés du peuple. C'est plutôt ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que les actions populaires doivent être suffisamment fortes pour que, à un moment donné, l'armée bascule. C'est plutôt ça qui me semble la solution. Voyez? Donc, je pense que nous sommes confrontés à quelque chose qui, aujourd'hui, nous a dépassé. Ce pouvoir est là depuis 1963. Malgré tous nos cris, nos gesticulations, nos destructions, des initiatives passées, des tentatives de reconstruire ceci ou cela, des appels à faire ceci ou cela. Bon, la réalité, c'est que ce pouvoir est toujours là. Ça veut dire que quelque part, nous frappons souvent à côté
et nous ne désignons pas les bonnes cibles et nous ne prenons pas les bonnes armes pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, le peuple togolais est complètement désabusé, morcelé. Notre peuple a été amené toutes ces années sur une fausse piste qui est la piste électoraliste. Aujourd'hui, le peuple semble épuisé. Nos messages ne sont pas tellement entendus. Le peuple est happé par la gestion du quotidien. Donc, notre problème s'est complexifié. Et la situation, on a tellement parlé au peuple togolais, c'est-à-dire que tous les débats qu'on fait, moi j'ai même l'impression que personne ne nous écoute en fait. C'est-à-dire qu'on s'écoute parler en fait. On a cette impression aussi. Voilà, parce que le terrain ne nous suit pas. Le terrain ne nous suit pas. Est-ce que vous avez suivi l'intervention de monsieur Nicodème Abia, ou vous êtes arrivé après? Non, moi je n'écoute, en toute modestie, ça fait quelques semaines, je n'écoute plus rien. Mais oui, j'ai vu que vous aviez débranché un peu le téléphone. C'est pas une mauvaise chose en soi, en réalité. Il parlait de ce que vous dites là, que les élections n'ont jamais rien amené et que lui, il n'a jamais soutenu les élections. Mais il n'est pas contre une élection quand le pouvoir sera renversé. Mais sans, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le Togo? Tout a été dit. Le problème maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est pour ça que, toutes ces discussions, c'est bien, hein. Mais simplement, je pense que c'est plus de la masturbation intellectuelle que une définition de stratégie pour aller vers l'action de terrain. Parce que ce qui nous confronte, c'est réellement notre présence sur le terrain. C'est-à-dire que le régime nous a retiré le terrain. Vous n'avez vu. Pas de relais. Voilà, c'est-à-dire que sur le terrain, il n'y a rien. Même nos mouvements, aujourd'hui, quand nous avons essayé de positionner quelques jeunes, ils ont été arrêtés. Faure Gnassingbé a décidé de libérer une partie de ces gens-là récemment. Il a conservé les autres. Qu'avez-vous pensé justement de leur libération et de la prise de parole de certains qui ont carrément remercié le PCM et qu'ils leur en voulaient pas? Non, je ne veux pas. Non, ça, ce sont des épiphénomènes. Il faut même pas passer du temps à parler de ces choses-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour reprendre des activités précisément sur le terrain. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué et exprimé à plusieurs reprises, ici, c'est que le travail de terrain, c'est ça maintenant notre problème. Et aucun de nos mouvements n'est en réalité maître de quoi que ce soit sur le terrain. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé nous a retiré le terrain, nous gesticulons, nous avons pris le ministère de la parole et sur un terrain virtuel qui est le TikTok essentiellement, et puis nous régnons sur TikTok alors que Faure Gnassingbé règne sur le territoire togolais. Et c'est là le défi. Donc je pense que si nous devons faire quelque chose à un moment donné, c'est d'éteindre nos téléphones, de fermer nos pages TikTok et de passer de l'autre côté, dans la clandestinité, travailler en sourdine, trouver des gens sur le terrain, financer les gens sur le terrain pour que de façon clandestine, les gens puissent commencer par faire un travail de terrain clandestinement. Vu la répression, nous devons encourager nos frères sur le terrain à faire un travail de terrain de manière clandestine progressivement, sans bruit, pour qu'on puisse reconstituer le mouvement populaire au Togo. Si on ne fait pas ça et puis qu'on passe toutes nos journées sur TikTok, et en plus dans les invectives, je ne pense pas qu'on est en train de mener quelque lutte que ce soit. On est en train de se persuader de mener une lutte, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien du tout, quoi. Faure Gnassingbé maître totalement sur le terrain. Hein. Ça c'est clair, quoi. Donc il faut arrêter tout ça et à un moment donné, cesser les guerres d'agression, d'ego entre nous. Les gens comme Yemi, ils ont une idée précise. Il faudrait qu'on se trouve, qu'on combine tout ça et qu'on se taise et qu'on définisse des tâches entre nous. Et puis, on y va. C'est un travail de terrain. C'est ça qui va nous donner la victoire. Mais si tu me le permets. Oui. Oui, Otavio, tu voulais...
J'ai eu à confronter M. Yemi plusieurs fois sur Facebook et je lui ai dit que le problème togolais, l'armée togolaise, si on veut que cette armée réagisse, il faut d'abord que cette armée soit une armée républicaine. Or, le Togo n'a pas une armée républicaine, on a une milice qui gère ce pays, comprenez-le bien. Tant qu'on ne combat pas cette milice-là, ça serait difficile de renverser fort. Ça, il faut le savoir. On n'a pas une armée républicaine. Une armée républicaine est composée de presque toutes les ethnies à part égale. Et le cas du Togo, c'est une milice qui entoure Faure Gnassingbé, qui assure